Il y a 100 ans, naissait notre drapeau breton. Depuis, le Gwenadu est connu à travers le monde et aucun festival n'a lieu sans qu'il n'apparaisse au milieu de la foule. Idem sur les routes du Tour de France. Il est l'un des symboles de notre identité bretonne. Mais finalement, ça veut dire quoi être breton? Est-ce que les habitants de Loire-Atlantique le sont? L'identité bretonne est-elle si forte au point de revendiquer l'autonomie régionale? Ah bah tiens, en parlant d'autonomie, Benjamin, tu t'es penché sur ce vieux serpent de mer. Oui, Pauline, un serpent de mer d'Iroise même, qu'on a vu ressurgir la semaine dernière à la faveur d'un déplacement présidentiel à l'autre bout de la France, en Corse. C'est celui, bien sûr, de l'autonomie de la Bretagne, pour laquelle le président de la région, Loïc Chénier-Girard, est monté au créneau, expliquant que si les Corses pourraient y avoir droit, finalement, pourquoi pas nous? Il a en plus pu s'appuyer sur un rapport transpartisan sur l'autonomie régionale, précisément, qui lui avait été remis juste avant et auquel vous avez participé, Christian Guyon-Var. Je pense que vous nous en reparlerez. Super timing, donc. Est-ce que ce serait enfin l'occasion tant attendue? Je te sens pas très convaincu, Benjamin. Disons que je me méfie un peu des rendez-vous manqués. On se souvient quand même qu'il y a bientôt 10 ans, et là pour le coup c'est vous, Bernard, qui étiez proche du pouvoir en place en tant que conseiller de François Hollande. Il y a bientôt 10 ans donc, le gouvernement procédait au redécoupage des régions françaises. Alors parmi les plus demandeuses de ce redécoupage, la Bretagne bien sûr, dont une part notable de l'opinion publique réclame le rattachement de la Loire-Atlantique. Et parmi celles auxquelles on n'a pas touché, la Bretagne aussi, réunir l'Alsace et la Lorraine qui ne voulaient pas l'une de l'autre, oui. Unir dans un même ensemble la Creuse et les Pyrénées-Atlantiques, distantes de 500 km, oui aussi. Mais remettre le château des Ducs de Bretagne en Bretagne, non. On se souvient aussi de l'épisode covidesque du confinement où les réflexes centralisateurs avaient un petit peu pris le dessus, allant jusqu'à provoquer des tensions certaines entre des représentants de l'État et des députés de la majorité, pourtant pas tellement révolutionnaires dans l'âme, enfin qui avaient pointé une infantilisation, voire une humiliation. Et on se souvient enfin des multiples articles, dossiers, reportages vidéo et émissions consacrés aux demandes récurrentes de reconnaissance d'une spécificité bretonne, qu'il s'agisse de langue, de logement, de transport, etc. Est-ce que tout ça a fait la différence vu de Paris? Pas sûr. Elle existe pourtant, cette spécificité bretonne, Benjamin. Disons que la notion de nouveau partage des pouvoirs, le nouveau partage des pouvoirs, c'est le titre du rapport remis la semaine dernière. Cette notion a réussi à faire signer un même texte au régionaliste Paul Molac, à la filloniste Isabelle Le Callennec, à l'écologiste Claire Desmar et à son meilleur ennemi Daniel Cueff, à la communiste Gabi Cadiou et au macroniste Tristan Brier, bref, à tout le monde, sauf au Rassemblement national. Alors, sur le fond de la spécificité bretonne, je laisserai nos invités répondre, mais sur la forme, est-ce que déjà cette quasi-unanimité n'est pas déjà en soi un signe tangible qui mériterait qu'on s'y intéresse? Voilà, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. On va poser la question à nos invités. Donc je rappelle qu'on est avec Christian Guyon-Var, conseiller régional UDB, et Bernard Poignant, ancien député socialiste du Finistère, ancien maire de Quimper. Je commence avec vous, Christian Guyon-Var. Revenons du coup sur ce texte transpartisan que Loïc Chénier-Girard a remis à Elisabeth Borne vendredi dernier. 19 élus régionaux, issus de la majorité de l'opposition. Ils demandent plus d'autonomie pour la région. Finalement, c'est le bon timing, c'est un peu ce que disait Benjamin, mais c'est super bien tombé avec les annonces d'Emmanuel Macron en Corse, enfin les annonces, la prononciation du mot vers plus d'autonomie. Oui, on savait que Emmanuel Macron envisageait une révision constitutionnelle pour faire évoluer le statut de la Corse. Outre-mer, faire évoluer aussi le statut de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est un sujet un peu différent. Donc on avait ce paramètre-là, mais effectivement, on ne savait pas que Emmanuel Macron interviendrait devant les élus corses le jour même de la tenue du congrès des régions de France à Saint-Malo, évidemment. Alors Bernard Poignant, vous reconnaissez, vous, que l'État français est trop centralisé. Cependant, et je vous cite, il vous semble que les 5 millions de Bretons, Loire-Atlantique comprise, sont plus régionalistes que autonomistes. Que pensez-vous de ce rapport transpartisan qui a été remis justement par les... D'abord, je n'ai pas lu ce rapport, mais il faut bien dire ce que signifie autonomie. Autonomie, ce n'est pas la décentralisation. Ça veut dire l'autorisation qui serait donnée par la Constitution à une région, et donc il y en a 13 dans l'Hexagone, plus l'outre-mer, de faire sa loi. C'est ça la différence. Décentraliser, c'est transférer des compétences. Moi, je suis très partisan de décentraliser, même de donner un peu plus à la région. Mais je reste un Français de Bretagne. Et je ne veux pas qu'il y ait... Pas d'autonomie totale. Je ne veux pas qu'il y ait 13 autonomies de Bretagne, de France. Parce que ça, c'est un détricotage de la France. Et c'est pas ce que demandent les Corses non plus. Non, si, Christophe. Les Corses ont décidé le 5 juillet 2023 leurs 3 revendications qu'ils appellent l'autonomie, c'est-à-dire la reconnaissance du peuple corse dans la Constitution. Macron ne l'a pas accepté. Il faut bien l'écouter, il faut bien le lire.
Deuxièmement, la co-officialité de la langue. Ils ne l'auront pas. Il l'a bien dit, on va améliorer l'enseignement, mais pas la co-officialité. Et la troisième raison, le statut de résident pour le logement, il ne l'accorde pas. Donc il faut bien être clair, bien lire ce que dit le président, non pas écouter l'air du temps ou le vent. Oui. L'autonomie, c'est totalement différent. Et la Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle a été citée, c'est autre chose. C'est un territoire d'outre-mer inscrit dans le cadre d'une décolonisation reconnue par l'ONU. Donc le contexte n'est pas comparable. Ah, On va pas rester du tout peut-être avec la comparable. Corse. Si la Corse et la Bretagne obtiennent une forme d'autonomie, qu'est-ce qui empêchera aussi les autres régions? On entendait Bernard dire que ce serait 13 régions autonomes. Moi, j'ai toujours été ouvert à deux évolutions possibles. Soit la France évolue vers le fédéralisme, et je rappelle, parce que ce qui est important quand même de rappeler, que les Français ne sont pas seuls au monde, et que depuis maintenant 60 ans, nous sommes dans une aventure qui est la construction européenne, et que plus de 200 millions d'Européennes et d'Européens vivent sous un régime d'autonomie, avec des lois régionales, tous les Allemands, tous les Autrichiens, tous les Italiens, tous les Espagnols, tous les Belges, une partie des Portugais. Donc, demain, on peut imaginer d'avoir une France fédérale, avec effectivement, un peu comme en Espagne, des statuts d'autonomie pour toutes les régions. Mais si certaines régions ne le souhaitent pas, et c'est tout à fait C'est ce que j'allais envisageable, dire, on toutes peut les régions imaginer ne des le statuts souhaitent pas. particuliers, Oui. ce qui est le cas par exemple au Royaume-Uni. Vous avez un statut particulier pour le Pays de Galles. C'est la deuxième voie possible. Parce Les qu'il deux nous vont. À l'UDB, les deux nous vont. Parce qu'on parle de la Corse et de la Bretagne, parce qu'il y a l'idée qu'en Bretagne comme en Corse, il y a une identité très forte qui permettrait cette façon d'unifier pour vivre de façon plus autonome. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est finalement une région plus identitaire que les autres? Sur l'autonomie, c'est intéressant, effectivement, le résultat de ce groupe de travail transpartisan, qui va des républicains jusqu'aux communistes. Donc le Front National, le Rassemblement National avait voté contre le principe de l'autonomie lors d'un vote, d'un vœu en avril 2022. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été associé au groupe de travail. Mais il y a une unanimité sur la définition de l'autonomie. Et la constitutionnaliste Wanda Mastor est très claire. Pour qu'il y ait autonomie, il faut transfert de compétences, mais il faut aussi les moyens financiers pour exercer les compétences, les moyens humains et la capacité normative. Voilà. C'est ça la loi. C'est la capacité normative. Ce qui veut. Et donc, il y a à partir de là des compétences qui sont transférées aux régions et elles doivent les assumer complètement, et des compétences qui restent celles de l'État. On vit quand même dans un pays étrange où les mêmes considèrent que le statut de la langue bretonne en Bretagne doit être décidé à Paris, mais ce sont les mêmes qui demandent aux maires de se substituer à la responsabilité de l'État pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc un paradoxe que vous pointez dans ce rapport. Oui. Moi, ce que je dis en tant qu'autonomiste, c'est que si l'État central n'est pas capable, avec la police nationale et la gendarmerie, d'assumer correctement la sécurité des personnes et des biens, je pose la question, à quoi sert-il ? Donc moi, je suis pour que l'État se concentre sur ses compétences régaliennes et qu'il laisse les régions faire ce qu'elles pourront faire mieux que lui. Oui, on est Christian, alors pas en même ne va temps. pas jusqu'à la police, la défense et le... Alors, dans ce cas-là, c'est l'indépendance. Dans ce cas, c'est l'indépendance. Donc ça, c'est pas ça que vous demandez. On ne parle pas d'indépendance, on parle d'autonomie. Mais la capacité normative, ça veut dire faire ses lois dans d'autres domaines que le régalien. Ça, moi, je n'en veux pas. Une loi pour l'éducation, pourquoi pas d'autres lois dans tel domaine. Non, la France, pour moi, doit rester un ensemble unitaire. Alors après, on peut beaucoup transférer. Et Christian Guillon-Var évoque les pays voisins. Mais il faut citer leur histoire. Pourquoi c'est comme ça en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne? C'est parce qu'ils sortent du nazisme, du fascisme et du franquisme. Après la guerre, c'est comme ça qu'ils ont voulu. Ils n'ont pas voulu avoir un État puissant parce que c'est un État qui a fait la guerre à Madrid, à Rome, à Vienne et à Berlin. Et donc l'histoire de la France est totalement différente. Elle s'appuie sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui considère que sur notre territoire, y compris l'outre-mer, tout homme, tout être humain, tout homme, toute femme est égal à l'autre. Et il y a une contradiction, c'est vrai qu'il y a une contradiction permanente depuis 40 ans entre la décentralisation et la passion de l'égalité des Français. Parce que ça voudrait dire des choses, des lois différentes.
eh bien, la loi en Normandie n'est pas la même que la loi en Bretagne. Ça, c'est pas possible. Christian Guillon-Vert. Le Pays de Galles, avec lequel la Bretagne est liée par un accord de coopération depuis 20 ans, n'a pas subi le nazisme, fort heureusement pour lui. Or, il dispose d'un statut particulier. Et les élus du Conseil régional de Bretagne, qui rencontrent régulièrement leurs homologues gallois, peuvent faire la comparaison. Certains le découvrent d'ailleurs, avec stupéfaction, font la comparaison entre les petits moyens de la région Bretagne. Très peu de gens en Bretagne savent que sur 100 € de dépenses publiques réalisées sur le territoire de la Bretagne administrative, 4 relèvent de la responsabilité de la région. Il y a un décalage énorme entre les attentes de la population vis-à-vis du niveau régional et sa capacité d'action réelle. Et c'est un vrai problème démocratique. C'est un problème démocratique parce que les gens s'imaginent que la région est en capacité de faire alors beaucoup plus que ce qu'elle peut faire avec les maigres moyens qu'elle a. Christophe, après j'avance. Ouais, dans ce rapport que vous avez remis la semaine dernière, il y avait 3-4 compétences aujourd'hui sur lesquelles vous voulez réellement avoir la main mise, on va dire. Oui, des compétences notamment qui touchent au pouvoir d'achat, le logement. On voit la montée aujourd'hui de la crise du logement en Bretagne. Et je suis de ceux qui se préoccupent beaucoup des conditions d'accueil des néo-bretonnes et des néo-bretons. Nous savons que nous sommes sur un territoire qui va devoir accueillir des centaines de milliers de personnes. Donc il faut qu'entre celles et ceux qui vivent aujourd'hui en Bretagne et celles et ceux qui aspirent à y vivre, les relations se passent bien. Donc il faut une capacité d'accueil, effectivement, du logement. Les mobilités, les langues, la culture, la formation professionnelle aussi, voilà des domaines dans lesquels vous le souhaitez, nous souhaitons, mais pas moi seulement, non, 75 membres du Conseil régional sur 83. Et très important, pour nous, l'autonomie, c'est pas plus de pouvoir pour le Conseil régional, c'est plus de pouvoir pour la Bretagne, c'est-à-dire plus de pouvoir pour les différents échelons de décision, de la commune jusqu'à la région. Et quand on parle de Bretagne et quand on parle d'identité bretonne, on est obligé de parler aussi de la volonté de faire une Bretagne à 5 départements qui revient régulièrement. Qu'en est-il justement dans ces discussions d'autonomie ? C'est la démocratie qui est au cœur du sujet. Je suis de ceux qui pensent que c'est aux citoyennes et aux citoyens de Loire-Atlantique d'aujourd'hui, celles et ceux qui vivent en Loire-Atlantique en 2023, de décider librement. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Alors, Bernard Poignant, sur ce sujet... Christian Guillon-Vert, est-ce que disait Benjamin, il parlait de la loi du 15 janvier 2015, qui a redessiné les régions. C'est exact. Et qui a gardé la Bretagne à 5 départements. Sauf que dans cette loi... À 4 départements. Dans cette loi, il y avait une possibilité qui durait 4 ans, qui s'achevait au 1er mars 2019, de permettre à un département limitrophe d'une région de quitter sa propre région pour aller chez l'autre et de rejoindre l'autre. C'est-à-dire que la Loire-Atlantique pouvait, sur 4 ans, elle avait la possibilité d'actionner cet article de la loi. Pourquoi ça n'a pas été fait selon vous ? Une grande hypocrisie, en fait. C'est une grande hypocrisie. La Loire-Atlantique n'avait pas... Ça fait des vœux... Alors qu'est-ce qui s'est passé ? L'hypocrisie, c'est d'avoir mis cet article de la loi. C'est ça l'hypocrisie. Je connais par cœur cet article. Oui, je sais. C'est possible. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi en 4 ans, personne n'a bougé ? Ni le conseil départemental, ni le conseil régional de Bretagne. Alors la théorie de Christian Guillon-Vert, pourquoi la Loire-Atlantique n'a pas bougé ? De Loire-Atlantique. D'abord, rappelez que 110 000 citoyens de Loire-Atlantique ont signé une pétition. Ils ne sont pas de Loire-Atlantique, ils sont de ils sont 75%. Non, les 110 000 sont de Loire-Atlantique. Il n'y a pas l'équivalent ailleurs en France. Dans un département d'1 400 000 habitants. Donc quasiment 10% du corps électoral, enfin plus de 10% du corps électoral qui a signé une pétition. Dans l'histoire de la République française, il n'y a pas l'équivalent ailleurs. Et les élus du Conseil départemental de Loire-Atlantique ont dit à l'État, c'est la Constitution qui le dit, c'est l'État qui peut prendre l'initiative d'un référendum. Ce ne sont pas les élus de la Loire-Atlantique, c'est ce qu'ils ont rappelé pourquoi ils l'ont pas fait ? Pourquoi ils l'ont pas fait ? Ils ne peuvent pas le faire. La Constitution ils ont eu 4 ans pour le faire. Ils ont eu 4 ans pour le faire. Le Conseil départemental a voté un texte. Ah oui, mais les acteurs connaissaient très très bien ça, et je suis surpris que ça n'a pas été fait. Bernard Poignant, pour vous, la modification des frontières aujourd'hui en Europe, c'est une opération risquée. Je vous cite dans une tribune, des frontières en Europe. Il ne s'agit pas de frontières, il s'agit de limites administratif. Parce que la Bretagne, elle n'est pas divisée, en fait. La loi de Loire-Atlantique est la même que la loi du Finistère. On ne parle pas de 2 pays. Non, on parle de modifier les limites administratives. On ne parle pas de réunifier. Nous ne sommes ni l'Irlande, ni la Corée, ni Chypre. Voilà. Donc, les frontières au sein de l'Europe, c'est autre chose. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a un grand pays qui vient de rompre
la logique de respect des frontières, c'est la Russie. Ce qu'avait fait Saddam Hussein en 1990 en annexant le Koweït. Donc et là, ça, c'est bien de rappeler qu'on est dans un même frontières. pays. Donc on ne parle pas de réunification. Non, on parle de rattachement, enfin de changer les limites de la Bretagne à 5 départements. Et je répète, je me demande pourquoi le Conseil départemental de Loire-Atlantique, pendant 4 ans, n'a pas actionné cette loi, y compris le Conseil régional de Bretagne. Pour le coup, pourquoi ils l'ont pas fait Non, oui, j'ai la réponse. C'est parce que la quantité de vœux pendant des dizaines d'années était assez hypocrite. Beaucoup ont voté des vœux en disant de toute façon, ça ne se fera pas. Juste une question à Christian Guillon-Var. Quelle serait la capitale de la Bretagne? Alors, faisons preuve d'intelligence. On peut imaginer une capitale à plusieurs têtes. Ça existe dans d'autres pays. Regardez les Pays-Bas. Entre Nantes et Rennes, qui a réparti les fonctions entre Amsterdam, La Haye, Rotterdam, avec des fonctions différentes. Nous avons 3 grandes villes en Bretagne, 3 métropoles, Nantes, Rennes et Brest. Rien n'interdit, surtout à l'époque du numérique, mais rien n'interdit de répartir ce qu'on appelle les fonctions de commandement, ce qui permettrait d'ailleurs d'assurer un meilleur équilibre territorial entre l'Est et l'Ouest. Allez, il reste vraiment une minute. Je suis désolée, je vous pose la question. Elisabeth Borne a créé la polémique lors de son passage à Saint-Malo. Vous êtes indignée puisqu'elle n'aurait pas souhaité que le Gwenadieu apparaisse derrière elle lors de son discours. Vraiment, son cabinet... C'est surtout ridicule. C'est ridicule parce que le même jour, le président de la République intervient devant les élus de l'Assemblée de Corse, devant le drapeau corse. Et le même jour, sa première ministre, puisque c'est le président de la République qui désigne la première ministre, demande à ce que l'on sorte le drapeau breton du champ des caméras. Je me permets de rappeler quand même, pour montrer à quel point cette situation est ridicule, que tous les gendarmes en Bretagne portent un écusson. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écusson des gendarmes? Les hermines. Mais il est où le problème? Le mot de la fin, on a 15 secondes. Oui, j'ai vu la polémique, elle est évidemment ridicule, y compris les réactions de Christian Guillon-Var et de Paul Molac. Madame Borne, elle ne s'adresse pas à la Bretagne, à Saint-Malo, aux salles de congrès. Elle s'adresse à la France entière, Hexagone et Outre-mer. Donc il aurait fallu mettre tous les drapeaux de toutes les régions. Mais depuis la Bretagne. Et Macron, il s'adresse à l'Assemblée de Corse, il s'adresse qu'aux Corses. Donc il n'y a pas à changer de drapeau. On en reparlera, on n'a plus le temps, messieurs, c'est passionnant. C'est une affaire de 48 heures de polémique. On reviendra en reparler. Merci beaucoup. Les Corses ne seraient pas français, alors. Merci de nous avoir... on va pas commencer. Allez, ça part trop loin. Retrouvez cette émission en replay. Nous, on se retrouve demain, même heure, avec Sophie, pour une nouvelle émission. D'ici là, très belle soirée en Bretagne. Kenavo. Kenavo.